Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Louis Bourlier qui est actuellement préparateur physique dans un club de basketball et plus particulièrement dans le pôle espoir. Avant de vous laisser sur le podcast et écouter l'échange que j'ai pu avoir avec lui, je voulais juste m'excuser par avance pour la qualité du son qui va être légèrement moins bonne que d'habitude pour la simple et bonne raison que j'ai eu un petit problème du micro lors de l'enregistrement du podcast. Donc voilà, le son va être un peu moins bon par rapport à d'habitude, mais ça reste quand même largement compréhensible et le podcast reste quand même de bonne qualité. Et voilà, je pense quand même que l'échange avec Louis a été assez constructif, enrichissant. Donc voilà, je vous souhaite une excellente écoute et on se retrouve à la fin du podcast. Salut. Bonjour Louis. Salut. Merci d'intervenir sur le podcast. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, parler un peu de ton parcours et ce qui t'a amené à travailler dans la préparation physique à l'heure actuelle? Ouais, donc merci pour l'invitation. Donc je suis Louis Bourlier, je m'occupe de la préparation physique du centre de formation de la JL Bourg Basket, donc des équipes Espoir et Cadet. Avant ça, j'ai fait un parcours universitaire classique, licence TAPS, entraînement sportif et un master EOPS à Lyon. Voilà. Et puis je suis arrivé dans le basket, on va dire par hasard, lors d'un stage. Et j'ai fait 2 ans d'alternance et maintenant je suis dans ma 4e saison euh, à la JL Bourg. Ok, intéressant. T'as fait dans quelle ville licence et master? Donc j'ai fait ma L1 au Mans, donc j'étais de là-bas à l'origine. Après j'ai fait ma L2, L3 à Clermont-Ferrand parce qu'il y avait l'option haltérophilie musculation que je souhaitais faire. Et après j'ai fait mon M1, M2 à Lyon, donc la fac la plus proche de Bourg qui m'a permis de faire ce stage à la JL. Ok. T'en as pensé quoi du master? Le master, enfin moi j'en tire quelque chose de très bien parce que via l'expérience que ça procure en termes de stage et d'intégration dans un club pro, c'est parfait. Toi, j'étais une semaine en cours, une semaine en stage sur le M1 et en M2, c'est un peu plus de structure. Donc ça permet vraiment de t'intégrer dans un club et dans un projet professionnel vraiment complet. Après, les cours sont intéressants. C'est dans la continuité de la licence. Donc, voilà, c'est un peu plus approfondi. Il y a des intervenants intéressants. Mais ouais, c'est vraiment formateur d'un point de vue professionnel et d'intégration dans une structure. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans la préparation physique? Est-ce que c'est un choix que tu avais déjà il y a longtemps avant de commencer STAPS ou tu as découvert ça un peu entre guillemets par hasard, si je puis dire, tout au long de ton cursus universitaire? Donc, moi, j'étais dans le foot à l'origine. J'ai toujours aimé le sport. Et en fait, après le lycée, je savais pas trop faire, mais je savais que je voulais être dans le sport. Donc, je me suis dit, allez, je tente une licence. Et à la base, je voulais être coach sportif, donc dans une salle de sport. C'est pour ça que j'ai fait ma L1 avec ça en tête. Ma L2, pareil, j'avais cet objectif-là. Et une fois avoir fait un stage dans une salle de sport, dans une structure privée, pas une salle de fitness, j'ai compris que je voulais pas du tout faire ça parce que c'était trop à la chaîne. Il y avait pas assez de temps consacré, je pense, à un client. Et puis j'ai eu l'occasion de faire un stage au pôle espoir de handball à Clermont-Ferrand avec une préparatrice physique. Et c'est là où j'ai vraiment découvert quelque chose qui m'intéressait et c'était vraiment lié à la performance sportive. C'était plus ça, moi, que je recherchais. Performance sportive, accompagnement d'une équipe et de joueurs. Et c'est là où j'ai vraiment pris goût à la préparation physique et
J'avais plus que ça en tête derrière. Ouais, c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil, la prépa physique et ce qu'on peut voir en salle de sport où tu as un peu tous les publics et puis les objectifs sont pas les mêmes, quoi. Alors que là, comme tu dis, c'est vraiment un objectif de performance qu'il y a derrière, quoi. Ouais, c'est ça qui m'a un peu repoussé dans les salles de fitness où tu avais un peu du grand public. Les gens venaient, ils venaient faire une séance, deux séances, tu savais pas si tu allais les avoir très longtemps derrière. Et ça me dérangeait un peu de ne pas avoir un accompagnement sur la durée. Et donc, je me suis tourné vers la prépa physique. Ok. J'aimerais aborder une thématique que tu connais particulièrement, qui est la détente. On sait que c'est important dans le basket. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi la détente est importante dans le basket? Bon, je pense qu'on s'en doute un petit peu par rapport, voilà, faut sauter pour aller marquer des paniers et tout, mais peut-être qu'il y a d'autres aspects qui sont un peu moins connus. Je sais pas. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais, bah, si on parle de détente verticale pure, voilà, si tu arrives à sauter plus haut que ton adversaire, tu pourras avoir forcément un avantage sur lui. Donc en termes de scoring, tu pourras marquer plus facilement au panier, tu pourras prendre des rebonds plus facilement, tu pourras défendre en termes de verticalité plus facilement. Après, ça fait pas toute la performance d'un basketteur, mais ça joue un rôle sur certains aspects en termes de défense et d'attaque, donc qui sont très importants pour lui. Après, il y a aussi un aspect de détente, on va dire plutôt verticale et latérale si on parle de performance basket pure, tout ce qui est lié au changement de direction, à l'accélération. Mais voilà, il y a le terme de détente verticale qui est beaucoup connu et qui cherche à être développé chez les basketteurs et qui est très importante. Voilà, après, ça fait pas tout dans la performance du basket. Et comment tu l'abordes cette détente quand tu commences avec des basketteurs et que tu sais qu'il faut développer la détente? Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes des qualités physiques? Est-ce que tu fais différents tests? Comment tu procèdes? Donc déjà, il faut commencer par l'analyse de l'athlète et le connaître. Donc, est-ce que c'est un jeune basketteur qui débute le basket ou la préparation physique? Et si c'est ce cas-là, on n'aura pas la même approche qu'un joueur qui a déjà un passé de basket, voire même de préparation physique. Euh, donc il y a une connaissance de la personne en elle-même sur, on va dire, le background qu'elle a en termes de développement. Et après, si on poussait les choses un peu plus loin, là, il y a des tests physiques. Donc en termes de force plutôt maximale, isométrique, que moi j'aime bien connaître, qui a un aspect, on va dire, c'est un prérequis pour derrière essayer de développer d'autres choses, dont la détente. Donc il y a la force maximale qu'on peut chercher à connaître. Après, il y a les différents tests de saut. Il y a le profil force-vitesse qu'on peut essayer de faire. Moi, j'ai déjà fait. C'est pas assez pratique en termes d'utilisation avec un grand groupe de joueurs. Mais derrière, sinon, tu as des tests simples comme les CMJ, les squat jump, et surtout des drop jump ou des RSI qui peuvent être mesurés soit avec le drop jump, soit avec des rebonds répétés, qui permettent d'évaluer, on va dire, un peu plus spécifiquement la détente de l'athlète et ses qualités physiques liées à la détente. Donc, il y a des barèmes après sur le RSI, suivant le niveau, admettons. Donc, tu as fait tes rebonds, le RSI, c'est, on va dire, un calcul entre la réactivité que tu as au sol et la détente verticale que tu atteins. Et donc, si ce ratio-là est, on va dire, inférieur à 1 ou 1,5, c'est que tu as un très mauvais RSI, donc une très mauvaise réactivité. Tu passes à 2, 2,5, c'est un ratio correct. Et au-dessus de 3, tu as un très bon RSI. Donc, quand tu as établi cette mesure-là, là, tu peux te dire, OK, l'athlète a un très bon RSI, j'ai pas forcément besoin de développer trop cette capacité pliométrique, cette réactivité-là. Je peux essayer de développer un peu plus la force pour essayer d'avoir un bon équilibre et de pousser un peu le maillon faible chez l'athlète. Et inversement, si quelqu'un a un très faible RSI, donc vers les 1, 1,5, 2, là derrière, il a vraiment besoin de développer de la capacité pliométrique, donc rebondir vite et haut progressivement dans son développement. Ok, donc vraiment, les tests, ils te servent d'indicateurs.
coup, en fonction des différents tests que tu fais, tu vas aller développer, enfin utiliser certains exercices qui vont répondre du coup, euh, qui vont répondre au maillon faible, comme tu l'as dit, Ça, tu as objectivé le maillon faible et du coup tu travailles dessus après. mm. Ça, c'est quand même plus important pour des athlètes et des joueurs qui ont un bon niveau de développement. Toi, si tu as des jeunes qui ont moins de 15, moins de 16 ans, là, tu peux être un peu plus général. Donc, tu dois développer ta qualité de force qui va être importante pour développer ta puissance derrière, tout en développant en même temps ta pliométrie, donc ta pliométrie extensive, intensive, sur un continuum de progression. Parce qu'il ne faut pas te dire, ouais, j'atteins 2 fois le poids de corps en back squat ou en trap bar ou peu importe, pour vouloir développer de la pliométrie ou pour être capable de faire des drop jumps ou autre. Ça, c'est quand même. Enfin, ça a été une pensée, on va dire, assez générale il y a un moment, mais il ne faut pas faire comme ça. Il faut développer tout un socle. Donc forcément, tu as peut-être besoin de plus de force quand tu es jeune et un petit peu moins de pliométrie parce que tu en fais déjà beaucoup dans ta pratique. Mais il faut essayer de niveler les deux et les progresser en même temps jusqu'à arriver à un certain stade où tu es peut-être trop en pliométrie, où tu essayes de rééquilibrer le ratio suivant là le profil et les tests que tu as fait passer à tes joueurs. Ouais, bien sûr, d'où l'importance du contexte, savoir quel type de joueur on a, leur âge, etc. Et du coup, finalement, construire la base de la pyramide et aller un peu plus dans le spécifique plus tard, quoi. C'est ça. Ouais, il n'y a pas besoin de chercher non plus très compliqué au début. Parce que quoi que tu vas faire quand tu as 15-16 ans, que tu fasses que de la que de la pliométrie, que du renforcement ou que de la force, tu vas la développer ta détente parce que tu manques de ces 3 cases. Donc, ça va se développer voilà, plus ou moins vite pour certains et ça va se développer dans tous les cas. Et c'est après passer à un certain niveau, il faut vraiment être plus spécifique par rapport aux besoins du joueur. Ok. Et donc, une fois que tu vas travailler sur une des qualités, que ce soit la force ou la pliométrie, comment tu procèdes? Tu mets en place je sais pas, un cycle de force, un cycle de pliométrie. Est-ce que tu fonctionnes par cycle déjà? Tu peux nous expliquer un petit peu la suite logique post-test. Ouais, donc moi, dans mon contexte d'équipe, de suivi d'équipe, je fais pas de cycle de force pure ou de pliométrie, je dissocie pas les deux. J'ai jamais fait ça moi, parce que tu as besoin dans une semaine, dans une saison, d'avoir des petits stimulus de chaque qualité physique toutes les semaines ou tous les mois. Et le fait de faire quasiment que de la force sur un mois et passer derrière sur de la pliométrie, ton corps, il va pas aimer et le changement va être quand même mal perçu par le corps. C'est fait trop brusquement. Donc, moi, ce que je fais, c'est plutôt dans une semaine d'entraînement, comment j'organise mes séances ou mes qualités physiques en fonction du jour par rapport au match, par rapport à la semaine, par rapport à tout ce qui est autour, par rapport à si c'est fait avant l'entraînement, après l'entraînement. Donc, tu vois, si on prend une semaine, on va dire classique pour les plus âgés, ils ont match le samedi, dimanche off. Lundi, on fait un développement du haut et du bas du corps, donc un full body, sur un volume assez important. Donc là, il n'y a pas forcément de force ou de pliométrie, c'est plutôt tout ce qui est renforcement, enfin, c'est de la force ou de l'endurance ou de l'hypertrophie. Il y a et après, de la pliométrie, ça peut être de la pliométrie plutôt extensive sur une grande amplitude. Donc, des squat jump profonds, toi, répéter, pour faire, on va dire, plutôt une capacité de travail le lundi. Après, le mardi, moi, j'aime bien axer développement du bas du corps. Et donc là, je passe sur de la force, souvent en unilatéral le mardi, loin du match, c'est là où ça va provoquer un peu plus de courbature. Et derrière, je mets de la pliométrie plutôt intensive, pareil en unilatéral, donc des rebonds à une jambe ou des fentes, voilà, suivant l'exercice unilatéral que je choisis de faire. Et derrière, tout ce qui est renforcement des autres muscles autour, donc des genoux, des chevilles, pour vraiment, et du bassin, pour vraiment avoir
un renforcement complet, mais il y a un petit bloc, on va dire, de pliométrie intensive et de force ou de puissance le mardi. Le mercredi, on passe sur du haut du corps, donc là, voilà, haut du corps, gainage pour faire récupérer le bas du corps. Et le jeudi, on refait un cycle. On refait une séance orientée bas du corps, plutôt explosivité, réactivité, un peu moins de pliométrie intense. Donc là, on est plutôt sur du bilatéral, du trap bar, du squat, et avec de la pliométrie bilatérale, donc des CMJ, ça peut être un peu des hurdle jump, donc des sauts au-dessus de haies, euh, des box jump pour faire un peu moins de courbature si on recherche ça à ce moment-là. Et après, le vendredi, c'est souvent un peu de gainage ou de plio vraiment légère avec un volume très faible. Et puis le samedi, match. Ok, c'est super intéressant la manière dont tu agences tout ça. Du coup, la veille de match, tu dois quantifier de manière assez précise la charge d'entraînement. Est-ce que par rapport aux autres séances, tu calcules le nombre de sauts total par séance et tu ajustes après en fonction des jours? Moi, j'ai pas un calcul, un volume total sur la semaine de combien de sauts je vais faire. Euh, Parce que, en fait, en termes de pliométrie, moi, je suis très, on va dire, individualisé par rapport aux joueurs, par rapport au profil. Si j'ai un joueur qui joue moins, et ben lui, et qu'il a besoin de développer cette qualité physique-là d'explosivité pliométrique, de réactivité, je peux lui mettre un volume un peu plus important. Je quantifie pas, je me dis pas, ouais, il faut qu'il soit à la fin de semaine à 50 sauts. Euh, Parce que pour moi, ce serait trop, ce serait pas représentatif en fait de tout ce que le joueur a fait dans la semaine. Parce qu'on va dire 50 sauts en termes de charge de préparation physique dans sa semaine, sur au final 1000 impacts ou 2000 qu'il a eu dans sa pratique de basket sur toute la semaine. Et ça, on n'a pas, enfin, on avait des GPS, mais on les a pas gardés, on les a pas utilisés sur les joueurs que j'ai moi. Mais il faudrait des GPS pour se dire, bon, bah, il a fait X changement de direction, X saut dans la semaine. Donc là, peut-être à réduire à la fin. Mais dans la réalité du terrain, moi, je n'ai pas ces données-là. Donc, j'ajuste, on va dire, d'une semaine à l'autre en termes de progressivité et dans la semaine en termes d'intensité. Euh, Toi, si on parle en début de semaine, là, je peux faire un peu plus de volume début de semaine, lundi, mardi. Mardi, mercredi, je peux mettre un peu plus d'impact parce que c'est au milieu de la semaine. Donc, je suis loin du match précédent et loin du prochain match qui arrive. Donc là, je peux un peu plus impacter le joueur. Et fin de semaine, bah, je réduis le volume. Des fois, c'est des 3, 4, 5 sauts par série sur 3, 4 séries. Donc, ça fait quasiment rien. Mais ça permet quand même de développer et d'avoir une stimulation pour le joueur pour apprendre à son corps, à sa coordination, ce genre de mouvement. Mais il n'y a pas de volume précis en fin de semaine à atteindre. Ah ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant de parler de la réalité du terrain, parce qu'en théorie, des fois, on voit qu'il faut un tel nombre de sauts ou tel, ouais, tel volume par séance à ne pas dépasser, etc. Mais c'est vrai que quand on prend en compte, parce que là, on parle de prépa physique, mais comme tu l'as dit, si on parle de basket, bah, il fait aussi beaucoup de plio déjà dans sa discipline, donc c'est vrai que c'est pas facile de quantifier tout ça. Et il en fait encore plus, donc c'est. Faudrait, si on voulait vraiment être spécifique sur le nombre de sauts qu'on fait en prépa physique, faudrait savoir vraiment le nombre spécifique de sauts et de d'actions très impactantes qu'il a eu sur le terrain. Et quand on peut pas l'avoir, bah, on est obligé de faire un peu au ressenti, au nôtre en tant que prépa physique, mais aussi du joueur. Voilà, si le gars il est courbaturé, qu'il a un peu mal au genou, au quadriceps, et bah là, tu es obligé de réduire un peu le volume ou changer ton type de séance pour aussi être dans le besoin du joueur tout en maintenant son état de forme. Ouais, ouais, ouais. Euh, Toujours en lien avec la pliométrie, la détente, tout ça, comment tu fais vivre une séance où tu travailles l'explosivité? Est-ce que tu donnes du rythme? Là, je parle plus de tu vois, l'aspect relation humaine. Comment tu fais vivre, comment tu donnes une dynamique de groupe dans ce genre de séance?
Bah, il y a deux aspects. Donc là, toi, tu veux vraiment savoir sur une séance, on va dire, plus collective, parce que l'explosivité, moi, je le travaille sur certains joueurs individuellement. Donc, je suis avec eux, je fais la séance et je leur mets des exercices qui vont être challengeants. On va revenir à ça, je pense. Mais donc, je le fais individuellement et après, certaines fois, collectivement. Donc, toi, tu veux savoir de façon plutôt collective, c'est ça? Ouais, bah on peut pourquoi pas aussi comparer de manière individuelle, parce que du coup, c'est pas la même chose, ça peut être intéressant. Ouais, bon, après, ça s'y rejoint aussi, parce que la finalité, c'est quand même on va dire, de pousser l'intensité et le niveau de compétition des joueurs. Donc, si admettons, tu as l'habitude de faire, on va prendre quelque chose de très simple et de très parlant, mais on va dire notre thème de séance, ça va être avec quelque chose de très abordable pour tout le monde, des box jump. Bon, c'est pas le meilleur exercice de pliométrie, c'est pas le meilleur exercice de développement des qualités d'explosivité, mais on peut l'utiliser. Donc, admettons, j'ai 3 4 5 joueurs sur cet exercice-là, et j'ai une box qui peut être modulable en termes de hauteur. Et ben, on va chercher à on va chercher à avoir la plus haute détente sur la box. Donc, si on se dit, ouais, faut atterrir genou tendu, on démarre avec une box de 40 centimètres. Chaque joueur y arrive, il fait 3-4 reps, boum, il fait son exercice de force derrière. Et on recommence, on augmente la hauteur de la box, on atterrit à 50, 60, 70. Et comme ça, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui n'y arrive pas. Et ça permet de challenger chaque joueur, d'avoir un petit esprit de compétition entre eux et de se pousser aussi à faire le meilleur score sur cet exercice-là, qui peut être un test aussi indirectement. Voilà. Tout le monde n'a pas des capteurs de vitesse, enfin, des VBT qu'on peut accrocher sur une barre. Ça peut être aussi très intéressant, ça je l'utilise pas mal en ce moment, où tu as vraiment un retour visuel instantané de ta vitesse maximale atteinte sur un exercice spécifique. Donc là, c'est plutôt avec une barre. Donc que ce soit un squat ou un squat jump ou un CMJ avec barre, ça peut être avec un bâton juste pour avoir le capteur euh, de placer et derrière tu mets une vitesse maximale sur ta face concentrique. Et donc ça, pareil, tu te fais la même chose. Ouais, tu as fait 2,5 mètres euh, par seconde sur cet exercice-là. Ben, le joueur, juste après, il va vouloir faire plus. Il va utiliser une stratégie qui est peut-être pas optimale en termes d'exercice, mais qui est optimale pour lui pour développer un maximum de vitesse. Donc, tu vois, il va créer un peu des connexions ou des schémas moteurs qui vont lui permettre de développer une vitesse plus importante, une puissance plus importante. Et derrière, voilà, c'est optimal pour pousser l'intensité des joueurs. Ça peut être fait pareil sur des sauts horizontaux, qui est très simple pareil à mettre en place. Tu fais des broad jumps, t'en fais un, tu arrives à 2,50 m, le gars d'après il va vouloir faire 2,56 m, 2,60 m. Et ça, tu peux le faire sur un nombre très important d'exercices qui permet à la fin de toujours repousser euh, l'esprit de compétition, la performance de tes joueurs et aussi le résultat physique que tu peux atteindre à la fin d'une séance ou à la fin d'un mois d'entraînement où tu peux retester tes joueurs et ils ont progressé sur tout ça. Ouais, donc finalement, tu utilises pas mal le challenge pour créer une dynamique de groupe assez compétitive qui permet aux joueurs de se pousser vers le haut finalement. C'est ça, ouais, c'est des compétiteurs, hein. Ils font pas du basket pour rien, ils aiment le challenge et ils aiment l'esprit de compétition collectif. Donc, il faut essayer de mettre ça aussi en place dans nous, notre pratique de prépa physique. Il faut pas essayer de tout enlever. Ok, il y a des moments où tu es un peu plus sérieux, tu essaies d'être concentré sur un mouvement en particulier où tu dois, voilà, si tu as un squat à faire avec 3 secondes de descente, bon, bah, tu n'as pas le même esprit de challenge. Mais derrière, quand tu peux pousser un peu la compétition entre eux, eh ben, faut pas hésiter, il faut le faire. Ouais. Ouais, 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 je suis assez d'accord avec ça. Tu as parlé des retours visuels que les joueurs pouvaient avoir. C'était un thème que je voulais aborder aussi avec toi. Les intérêts du feedback ou des feedbacks, parce qu'il y a différents types de feedback.
Quel feedback tu utilises toi et pourquoi? Quels sont les intérêts que tu y vois dans la prépa physique? Bah, comme on l'a dit, en fait, le but pour le joueur déjà, c'est de connaître lui une performance de base qu'il a sur un exercice. Et à partir de là, toi, tu peux le challenger pour développer une qualité physique que tu as en tête. Tu lui dis, bah, sur un VBT, on va être à 1 mètre par seconde pour développer, on va dire, un peu plus la capacité d'accélération sur un mouvement en particulier. Donc pour l'athlète, il a une compréhension un peu plus poussée de son entraînement, de son mouvement, pour derrière voilà, maximiser son engagement et son intensité sur l'exercice. Et après, pour nous, préparateurs physiques, ça permet de connaître là les performances, d'avoir des résultats spécifiques sur un test particulier pour derrière développer, comme on y revient à ce qu'on a dit au début, un profil de joueur sur ce test physique-là ou sur un ensemble de qualités physiques. Et voilà, c'est un outil quand même très puissant. Donc tu peux l'avoir en VBT sur un capteur de vitesse, tu peux l'avoir en force maximale avec un capteur de force, un dynamomètre. Tu peux avoir, pareil, là on va toucher du gros calibre, mais des plateformes de force qui sont pas souvent très abordables. On peut avoir des petits capteurs de saut au sol, des auto-jump. Moi j'ai de la marque Exurgo, donc des G-Flight. Ça s'appelle sur le site, voilà, ceux qui sont intéressés iront voir. Mais voilà, tous ces petits outils-là permettent d'avoir un retour instantané sur la performance de l'athlète pour le challenger et pour nous avoir des données vraiment objectives sur la performance de l'athlète. OK, mais pour ceux par exemple, qui n'auraient pas les moyens encore d'avoir des VBT ou ce genre d'outils, est-ce que tu aurais des astuces ou des petites stratégies qu'on pourrait mettre en place pendant un entraînement pour, essayer d'avoir pareil un retour, du coup, peut-être pas forcément visuel, quoique peut-être que ça peut exister? Euh, Il y a quelque chose qui est, on va dire, bien, qui a été développé, c'est l'application MyJump et MySprint, où ça, c'est très abordable. J'ai pas... Enfin, moi, quand je l'avais pris, il était à 10 euros, je pense qu'il est encore à ce prix-là. Euh, T'as pas un retour instantané, donc dans la seconde, juste après avoir fait la rep, parce qu'il faut prendre la vidéo et analyser derrière, donc ça prend quelques secondes. Mais voilà, ça peut être pendant la récup, hein, tu as fait cette détente-là, sur MyJump. Derrière, à la rep d'après ou à la série d'après, tu essayes de faire mieux. Pour ceux qui n'ont vraiment pas de matériel, ça peut être des choses assez simples. Si tu veux travailler la détente, tu peux prendre des post-it et tu te mets un challenge à toucher au plus haut du mur et à coller le post-it sur ta plateforme, enfin, ton panier au plus haut possible ou sur un mur ou avec le matériel que tu as à disposition autour de toi. Ça, c'est un feedback direct où tu te challenges pareil derrière. Après, ça peut être pareil, les performances sur de la détente, on va dire au sol, donc horizontal, latéral, ou derrière, tu fais ton saut en avant, ton broad jump, tu mets un plot, tu n'as pas besoin de décamètre ou autre, tu mets ton plot, bah, soit le joueur d'après va vouloir faire plus loin, soit toi-même, derrière, tu vas vouloir pareil, pousser ta performance. Euh, c'est toujours un peu plus compliqué de mettre ça en place quand tu n'as pas de matériel et de moyens, mais il y a toujours des petites astuces comme ça que tu peux trouver par toi-même. Ouais, et je pense que ça fait partie des qualités aussi de l'entraîneur, être créatif, prendre, en compte le matériel qu'on a ou ce qu'on peut trouver et faire avec, trouver des petites stratégies C'est ça, et ouais, il faire faut vivre. s'adapter au contexte. Tous les clubs n'ont pas énormément de matériel. Voilà, ça dépend dans quel club tu évolues, mais il faut faire avec les moyens du bord et il faut trouver des astuces pour que tout le monde soit engagé dans ton entraînement. Tout à fait. J'aimerais parler un peu d'individualisation. D'individualisation. Est-ce que tu arrives à individualiser
tes séances, que ce soit peut-être par joueur ou par poste, et comment tu t'y prends pour essayer de ne pas faire une séance générale pour tout le monde, quoi. Bah, ça revient un peu comme on a dit tout à l'heure, quel est le niveau de ton joueur? Donc, quel est le niveau de ton joueur et quelles sont, on va dire, les potentielles blessures qu'il peut avoir. Euh, donc, si tu as un jeune joueur, tu auras forcément plus de séances, on va dire, communes aux autres joueurs de ton équipe, que ce soit sur le même poste ou pas, peu importe. Mais tu as besoin de développer un socle commun de force, euh, de pliométrie, de mobilité, de gainage, pour que derrière, tu puisses pousser l'individualisation plus loin. Donc souvent sur mes jeunes, il y a quand même beaucoup de ressemblances dans les séances. Et les points où moi j'adapte beaucoup plus, c'est par rapport aux blessures qu'ils peuvent avoir. Donc souvent c'est les genoux ou les chevilles. Bah forcément, tu peux pas faire, on va dire, du gobelet squat euh, alors que tu as 16 ans parce que tu as mal au genou. Bon, bah, on va faire un peu plus d'isométrie pour essayer de gérer ces problèmes-là au niveau des genoux ou des tendons. Euh, voilà, pour les jeunes, c'est plutôt par rapport à ça. Après, pour les joueurs un peu plus âgés, l'individualisation, bah, elle est faite ouais, par rapport vraiment au profil, soit par rapport à des tests, soit par rapport à ce que moi, je perçois chez un joueur, parce qu'on ne peut pas tout tester non plus, euh, d'un point de vue logistique et d'un point de vue pur. Voilà, tu as un joueur qui est un peu plus fort qu'un autre en termes musculaires et tu as un joueur qui a un profil, on va dire, un peu plus tendineux euh, au niveau de son anatomie, bah, tu vas pas développer la même chose et tu vas pas faire attention à la même chose parce qu'il y a un joueur qui peut développer plus de pathologies tendineuses que l'autre. Voilà, donc il faut individualiser par rapport à ces paramètres-là. Mais plus l'âge augmente, plus l'individualisation peut être améliorée par rapport encore aux besoins des joueurs. Après, tu vois, si on parle du haut du corps, bah, quasiment tous les basketteurs, au moins les jeunes basketteurs jusqu'à 20-21 ans, ont besoin de développer, on va dire, de la masse musculaire sur le haut du corps, de la force, pour être impactant et subir, enfin, à pouvoir bien gérer les impacts physiques qu'ils ont sur le terrain. Et pour le bas du corps, bah, c'est la même chose, où il faut le socle commun et après tu commences à individualiser petit à petit par rapport aux blessures et par rapport aux besoins du joueur. Et du coup, toi, t'es tout seul sur la prépa? Moi, pour le centre de formation, je suis tout seul. Après, l'équipe professionnelle a son préparateur physique attitré. Et pour le centre de formation, ouais. Et tu arrives à individualiser comme il faut avec tous les joueurs, ou tu trouves que c'est un peu galère vis-à-vis que c'est un sport collectif? Ouais, bah, c'est comme on disait tout à l'heure, on fait avec les moyens qu'on a. On fait avec les moyens qu'on a dans le contexte actuel. Je suis tout seul pour gérer 18-19 joueurs. Donc forcément il y a des parties qui sont moins individualisées par rapport au temps que moi j'ai, par rapport, on va dire, à la structuration des séances dans la semaine. S'il y a 10 joueurs en même temps que j'ai à gérer, bah forcément, il y aura moins facilement de possibilités à individualiser la séance parce qu'il y a plus de joueurs à encadrer. Mais moi, j'ai quand même toujours l'objectif de donner ce que l'athlète a besoin, donc d'individualiser au maximum. Et sur moi, j'ai des séances où j'ai un joueur, deux, trois joueurs. Bah là, je peux individualiser au mieux. Euh, Peut-être que j'ai une séance, on va dire, qui est commune à deux joueurs, une qui est différente sur un joueur. Et ben la séance commune aux deux joueurs, et ben je vais pas on va dire, la coacher de la même manière. Donc, il peut y avoir, on va dire, sur le papier, les mêmes exercices, sauf que derrière, après, tu as tout ce qui est feedback et on va dire, conseils donnés aux joueurs pour qu'il améliore cet exercice-là, cette qualité-là.
et c'est pas la même chose entre deux joueurs. Euh, voilà, après on peut aller dans le détail, mais suivant la mécanique et le mouvement que le joueur met en place pour cette performance-là, eh ben, le conseil sera différent d'aller plus vite au sol, de monter plus le genou. Enfin, il y a plein de détails qui sont faits en direct sur la séance et avec le joueur. Mais voilà, essayez toujours d'individualiser au mieux suivant le nombre de joueurs que je peux avoir sur une même séance. Ouais, ok. Ouais, ouais, c'est intéressant. J'aimerais d'une autre thématique qui est l'isométrie. Je sais qu'on parle beaucoup de mouvements dynamiques en général. Je trouve que maintenant on voit un peu plus de mouvements isométriques, overcoming, heading, etc. Est-ce que tu pourrais évoquer un peu la manière dont tu abordes les mouvements isométriques? Pourquoi et quels intérêts tu y vois dans la préparation physique du basketteur? Ouais, donc comme tu as dit, il y a deux types d'isométrie. Il y a l'overcoming, donc qui est plutôt, on va dire, de la production de force en isométrie, mais ton muscle se contracte en concentrique quand même. Et derrière, tu as le yielding. Donc là, c'est juste maintenir une position pendant X durée. Et derrière, tu développes deux choses différentes. Donc sur l'overcoming, tu es plus sur de la force maximale isométrique. Et sur le yielding, tu es plus sur de la capacité en termes d'endurance musculaire. Et après, tu as de la modulation au niveau architectural, au niveau du tendon. Mais voilà, il y a deux utilisations vraiment dissociées entre les deux. Et donc, moi, je m'en sers, on va dire, tout simplement par rapport aux besoins que j'ai avec le joueur. Donc, souvent, moi, j'ai un joueur enfin, un et des joueurs qui ne peuvent pas, en termes de ressenti, faire du trap bar ou du back squat parce qu'ils ont des douleurs au dos où ils sentent un inconfort au niveau du dos. Et ben, je peux passer facilement sur de l'isométrie, donc sur du belt squat en isométrie, overcoming. Et donc là, tu développes toujours cette qualité de force. Donc pareil, est-ce que tu veux développer de la force maximale? Donc tu vas sur du 4, 5, 6 secondes de poussée en isométrie. Est-ce que tu veux développer du RFD? Donc là, tu fais de l'isométrie balistique sur 1, 2, 3 secondes maximum. Voilà, tu peux moduler sur un même exercice, sur une même méthode, différents types de travail. Voilà. Et après, pour le yielding, et ben là, on est plus sur de la gestion, pour moi, des blessures et et d'essayer de développer une capacité de travail sur un muscle ou un mouvement en particulier. Donc souvent, moi, le yielding, j'aime bien l'utiliser sur des fentes en isométrie ou sur de la chaise. Après, tu peux faire la même chose sur des extensions mollets en isométrie. Voilà, pour essayer vraiment de développer toutes ces capacités-là autour de la cheville, des mollets pour les fentes. Euh, à gérer en fonction des douleurs de chacun. Donc pour le overcoming, c'est un bon substitut à de la force maximale en dynamique, si tu peux pas la faire. Et le yielding, plus sur de la gestion de la douleur des athlètes. C'est comme ça, moi, plutôt que je l'aborde. Ok. Et selon toi, alors, je vais utiliser le mot indispensable, mais est-ce que tu penses que c'est indispensable, intéressant de compléter avec des mouvements dynamiques, par exemple de la pliométrie, pour avoir même ces enchaînements de contractions concentriques et excentriques, ou alors tu peux le faire vraiment à part, sans mouvement dynamique derrière, enchaîné ou pas. Euh, ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, pour moi, les deux méthodes sont assez différentes. Le yielding, tu peux le faire sans mouvement dynamique derrière. Parce que tu es vraiment tu cibles ta structure tendineuse et musculaire pour avoir moins de douleur, souvent sur des tendinopathies ou autres. Donc ça, j'aime bien l'utiliser tout seul en échauffement, sur une fin de séance en finisher, j'allais dire, mais sur vraiment, voilà, finir ta séance sur un volume important, sur un mouvement spécifique, pour qu'il y ait moins d'impact sur ta séance précédente. Parce que si tu fais
1 minute 30 de fente, à la fin, t'es bien KO de ta jambe et de tes jambes où tu as fait l'isométrie. Par contre, sur l'overcoming, là, j'aime plus utiliser ouais, un transfert sur un mouvement dynamique derrière. Euh, mais c'est comme la force maximale ou la force qui est faite avant sur un mouvement polyarticulaire en dynamique. Moi, je fais toujours mon mouvement de force, que ce soit isométrique ou dynamique. Et derrière, je l'enchaîne automatiquement avec un mouvement dynamique explosif, que ce soit de la plio ou de la puissance, de la réactivité sur un mouvement complet de saut, peu importe. Moi, j'aime bien combiner les deux parce que, surtout sur l'isométrie overcoming, tu as quand même un transfert enfin, qui est pas toujours sûr. Si tu as des joueurs jeunes et qui n'ont pas encore de la force de développer à leur maximum, tu auras un transfert dans tous les cas. Mais derrière, il faut essayer de le contextualiser et de le transférer sur un mouvement, on va dire, plus spécifique à l'activité. Mais voilà, il faut aussi que le joueur comprenne et apprenne à utiliser cette force sur le mouvement dynamique que tu veux faire derrière, pour que ça soit plus transférable derrière sur le terrain. Ouais, ok, faut vraiment leur faire comprendre l'intérêt. Mm. Ouais, c'est intéressant, je pense. C'est quelque chose, je trouve, qu'on voit pas souvent l'isométrie, alors que finalement, il y a beaucoup de bénéfices. On voit de plus en plus, hein, je crois que toi, t'en as déjà parlé. Je vois Samuel Breton aussi, que tu connais, je crois, qui en Mm. parle, voilà, qui en parle pas mal. Il aime bien ouais, l'isométrie aussi, lui, enfin, que ce soit overcoming et yielding, il utilise les deux. Et enfin, c'est une méthode de travail comme une autre. Il ne faut pas tout baser dessus, il ne faut pas se dire non, il n'y a pas de mouvement, donc c'est pas utile à l'activité. Voilà, il y a du contexte à mettre autour. À quel moment tu utilises cette isométrie-là ou l'autre? Quel moment tu utilises cette force-là ou cette plio-là ou peu importe. C'est une méthode enfin, comme une autre, donc c'est à utiliser suivant le contexte et l'objectif que tu as avec tes joueurs. Yes. Dernière petite thématique, j'aimerais parler avec toi, toujours dans le contexte du basket. La place, je mets ça dans le même panier, même si c'est pas la même chose, la souplesse et la mobilité. Est-ce que tu utilises la mobilité? Est-ce que tu fais de la souplesse? Est-ce que c'est indispensable, etc. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu dans ta pratique? Ouais, bah, pour moi, c'est deux choses quand même qui se recoupent à la fin, mais tu as un travail différent entre les deux. Euh, la mobilité, tu es plus au niveau articulaire et la souplesse, tu es plutôt au niveau structurel, musculaire et tendineux. Enfin, tendineux, ça c'est dur à modifier via des étirements, mais plutôt sur l'aspect musculaire via les étirements. Donc on fait les deux. Euh, En termes de proportion, je suis quand même plus sur de la mobilité. En termes de quantité, euh, je serais à 75% de travail de mobilité par rapport à de la souplesse. Parce que pour moi, la souplesse, tu peux aussi la travailler directement ou indirectement avec tes exercices de force et de renforcement. Tout est une question d'amplitude en fait, dans tout mouvement. Si tu fais du box squat, bah, tu vas être sur des facteurs nerveux de puissance. Si là, tu vas faire des fentes bulgares avec ton pied avant plus surélevé et que tu vas en amplitude complète, bah là, tu vas faire pour moi du renforcement en force, mais aussi de l'étirement plutôt dynamique et sous charge et sous contrainte. Et donc, pour moi, c'est encore plus intéressant de faire ce type de travail-là que de faire juste un étirement statique. Euh, Après, tu as différents types d'étirements en activo-dynamique, en statique, en passif ou autre. Mais pour moi, le plus, on va dire, le plus rentable en termes de temps, en termes d'énergie, c'est quand même de faire un maximum d'étirements dans tes séances dédiées à de la force. Tu vois, comme j'ai dit, en fait, il faut faire un maximum d'amplitude complète pour à la fois développer tes qualités physiques de force et en plus travailler sur ta souplesse, ta mobilité. C'est un gain de temps monstre et tu es toujours à la recherche du temps avec tes joueurs. Tu cours toujours après le temps.
Donc quand tu peux faire les deux à la fois, bah, c'est parfait. Donc tu fais ça sur des fentes bulgares, tu peux faire ça sur du soulevé de terre jambes tendues. Tant que tu as une amplitude complète sur ton mouvement de force, et ben, tu vas aussi stimuler cet étirement-là. Et tu auras encore plus d'impact que de faire un étirement simple dans tes séances. Ouais, c'est intéressant que tu parles de gain de temps et d'exercices qui permettent de faire un peu plusieurs choses en une fois, parce que c'est vrai qu'on est, au préparateur physique, on est toujours un peu en galère de temps. Ça t'arrive des fois de leur donner des routines à faire chez eux, là, dans ce qu'on vient de dire en étirement, mais peut-être dans d'autres qualités physiques. Euh, Ils s'entraînent déjà énormément la semaine. Donc, les seules petites routines qu'ils peuvent avoir en dehors, ouais, ça va être de la mobilité et des étirements. Je leur en ai donné. Après, voilà, c'est aussi par rapport au ressenti et aux besoins et à l'envie du joueur qu'il a. Ouais. Tous les joueurs ont besoin de mobilité de hanche. Enfin, c'est un truc quand même assez important pour eux en termes de performance et en termes de santé. Donc, il y a toujours une routine mobilité, étirement, activation en début d'entraînement, que ce soit en prépa physique ou en basket. Quand c'est en prépa physique, moi, j'essaye de le pousser un peu plus. Donc, si on fait des fentes derrière, moi, j'aime bien utiliser un petit peu des étirements activo-dynamiques. Donc, quand tu viens étirer pendant quelques secondes, du contracté relâché, t'étires quelques secondes, tu relâches et tu essayes de gagner de l'amplitude à chaque fois. Et après, le mieux, c'est de mettre de la force dans l'amplitude que tu as gagnée. Donc, soit sur de la contraction en fin d'amplitude sur l'étirement que tu fais, soit après le transférer sur ton mouvement de force que tu fais derrière. Voilà, c'est plus comme ça que je l'intègre en début de séance. À la fin des entraînements, j'essaye de ne pas pousser les étirements. Voilà, parce qu'il y a peut-être moins d'importance, mais plutôt de le faire hors des séances. Voilà, quand les joueurs ils sont au calme, le soir avant de dormir ou le matin quand ils peuvent vous réveiller. Ok. Selon toi, qu'est-ce qu'un bon préparateur physique? Un bon prépa physique, c'est quelqu'un qui se forme en permanence, qui cherche à devenir meilleur lui par rapport aux compétences et aux connaissances qu'il peut développer. Et c'est quelqu'un qui s'adapte beaucoup à son contexte et qui cherche à connaître aussi ses joueurs parce que c'est un travail collaboratif entre tes joueurs et toi, parce que la finalité, c'est quand même tes joueurs. Tu veux les développer eux, et donc il faut que toi, tu sois bon personnellement et que tu connaisses ton athlète en termes relationnels purs. Donc c'est vraiment ces aspects-là pour moi qui sont importants pour un préparateur physique. Ok. Est-ce que tu aurais une anecdote ou une expérience que tu as vécue avec des joueurs à nous partager où il en est ressorti quelque chose de positif, quelque chose d'enrichissant? Tu me prends de court là. À chaque fois que je la pose, celle-ci, ça fait. Une expérience. Après, je pense que ça tourne quand même beaucoup autour de relations humaines. Parce que c'est toi et l'athlète, comme je l'ai dit avant, comment est-ce que tu le comprends? Quel besoin et quelle envie le joueur a euh, à la fin de la journée, à la fin de la semaine. Pour nous, le but, c'est vraiment de l'engager au maximum et d'essayer de le responsabiliser dans son travail. Et la chose la plus valorisante, c'est de voir un joueur qui va venir faire de l'extra, soit par lui-même, soit te demander. Et comme tu arrives à obtenir ça, je pense que c'est très valorisant pour toi. Et ça enrichit chacun, lui et moi. Et je pense que c'est ça que j'ai beaucoup appris ces derniers temps, c'est d'essayer enfin, de faire comprendre et de créer vraiment une dynamique de travail autour de ça. Et là, j'ai un joueur auquel je pense qui est sur le bon chemin et qui commence à faire ça. Et pour moi, enfin, c'est très valorisant de voir ces choses-là être mises en place tout seul par les joueurs. Ouais, je te rejoins là-dessus.
pense en tant que prépa physique, quand tu as pas mal travaillé et qu'on vient te voir pour te demander des choses, c'est qu'on te fait confiance et qu'on reconnaît un peu ton travail. Donc, forcément, Ouais, et c'est bien. puis quand même pour nous, la finalité, tu n'auras pas toute ta vie le joueur auquel tu t'entraînes là actuellement. Tu vois, moi, c'est sur des cycles, souvent, on va dire, de 3 à 5, 6 ans de travail avec des joueurs. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils font quand ils sortent, quand ils sont plus avec moi, ils doivent développer de l'autonomie, une compréhension du travail et aussi savoir ce qu'ils vont faire et ce qu'ils doivent faire pour être meilleurs. Et quand tu as des joueurs qui vont dans des clubs de N1 ou même de Pro B, eh ben, ils n'ont pas toujours cet encadrement de professionnels-là. Donc quand ils peuvent le faire par eux-mêmes, bah, c'est la meilleure des choses pour eux, pour continuer leur développement. Et puis pour moi, te dire que tu as fait aussi du bon travail parce que tu as éduqué le joueur sur tout son développement et voilà sa compréhension du travail pour atteindre le plus haut niveau. Ouais, ouais, c'est leur projet, ils sont au cœur de leur projet. Donc, s'ils sont pas autonomes, il y a un moment, je pense, ça risque de coincer. C'est ça, ouais. Et puis ça vient pas du jour au lendemain. C'est pas en 1 an, en 2 ans, en 3 ans qu'ils vont comprendre ça, mais voilà, ça met du temps et puis chacun ira à son rythme, mais il faut arriver à ça à la fin, ouais. Ouais, je te rejoins à 100% là-dessus. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, un dernier, une dernière chose à dire, des conseils à donner? Je te laisse libre là-dessus. Bah, pour tous les athlètes, prenez votre temps. Voilà, chacun se développe à son rythme. Faut pas griller les étapes parce que c'est souvent enfin, moins bénéfique que de prendre le temps. Donc prenez votre temps à développer votre physique. Entourez-vous des bonnes personnes compétentes et qui vous challenge chaque jour pour atteindre la meilleure version de vous-même. Ça finit sur des belles paroles. Louis, merci beaucoup d'être intervenu sur le podcast. Merci pour tous les apports que tu as pu effectuer pendant cet échange. Donc voilà, merci. Je pense qu'on peut te retrouver notamment sur Instagram. Ouais, je suis pas mal actif là-bas. Ouais. Donc, je mettrai des liens dans la description s'il y a des auditeurs qui veulent aller voir un peu ce que tu fais, des choses très intéressantes. Donc voilà, encore merci. Et voilà, fin du podcast. Merci à toi pour l'invitation. C'était un bon échange. Avec grand plaisir. Allez, à bientôt tout le monde. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.